Donc là, aujourd'hui, le problème qui nous concerne tout de suite, et pas dans 20 ans, c'est comment on fait sans énergie pour que notre économie ne s'écroule pas. Pas de plan B, pas d'alternative. La seule alternative, c'est la destruction de la demande. Donc c'est concrètement ce qu'on appelle l'effondrement. Mais malheureusement, l'hiver va être compliqué. Eh bien, si vous n'avez plus de gaz russe, plus de pétrole russe, c'est l'effondrement de votre économie. L'alternative au gaz russe bon marché, c'est le gaz de schiste et le charbon. Donc, en termes de transition énergétique, si vous voulez, c'est catastrophique. Il faut quand même savoir que depuis qu'on a mis en place ce qu'on appelle les conférences des parties, les fameuses COP, les émissions de CO2 n'ont jamais autant augmenté. Jamais. Ces réunions sont des réunions politiques, on pourrait presque aller dire religieuses. C'est une vaste mascarade. Toute cette autonomie, cette souveraineté, tout cet avantage compétitif d'une électricité peu chère, en fait, on l'a perdu. Il faut rappeler que la France était champion du monde du nucléaire. Et nous, par dogmatisme, par religion, on a décidé de fermer Fessenheim. L'État a sacrifié le nucléaire, bien aidé par Anne Le Vergeon, d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé dans les cabinets ministériels. Donc, on paye, mais en différé. Est-ce que on va faire un confinement énergétique? L'effort qu'on nous demande, si vous voulez, c'est de baisser notre consommation d'énergie de 12%. En 2020, quand on était enfermé chez nous, une partie du temps, on a fait une baisse de 10%. Là, il faut faire plus. On va être dans un monde où l'argent va être plus contraint. Il va falloir de mieux en mieux l'utiliser. Et donc la réalité qui est difficile à entendre, c'est que nous sommes en cours de tiers-mondisation. Nicolas Meillan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de VA+. Alors avant de commencer, quelques mots pour vous présenter, même si en ce moment vous n'arrêtez pas d'enchaîner les plateaux radio ou de télévision, donc les spectateurs commencent à vous connaître. Vous êtes ingénieur de formation, spécialisé dans le secteur du transport, notamment en ce qui concerne la voiture électrique, mais aussi, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, le secteur de l'énergie. On va donc parler aujourd'hui de la crise énergétique qui vient. Ça fait des semaines que vous tentez d'alerter nos concitoyens sur un possible effondrement de l'économie française, voire européenne cet hiver. En quelques mots, et on détaillera un peu plus tard, mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi inquiet? Alors, parce qu'en fait, ça fait pas des semaines, mais ça fait des années. Ça fait des années parce que je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association pour l'étude du pic pétrolier, et donc qui est faite d'anciens géologues pétroliers à la retraite, et qui s'intéresse justement aux contraintes éventuelles d'approvisionnement sur le pétrole et sur le gaz. Et donc on essaye, nous, depuis 20 ans, d'alerter les pouvoirs publics sur cette possible contraction de l'approvisionnement de l'énergie qui poserait problème puisque l'économie, ce n'est que de l'énergie transformée. Et donc là, on était déjà sur cette contrainte. Par exemple, sur le pétrole, on a passé un pic de production sur le pétrole dit conventionnel à la fin des années 2000, en 2008. Donc ça, c'est le pétrole qui coûte moins de 50 $ à extraire. On a eu un petit rab avec les États-Unis et le développement du pétrole de roche-mère, dit pétrole de schiste, de 2010 à 2020. Et là, on a passé un nouveau pic de production fin 2018, donc il y a 4 ans, sur le pétrole. Et aujourd'hui, avant la guerre en Ukraine, avant qu'on décide de se passer du premier producteur mondial, on était déjà dans une situation compliquée. C'est d'ailleurs pour cette raison que les prix du pétrole avaient commencé à augmenter, étaient déjà à 60 $, 90 $ en fin d'année dernière. Et là, le conflit en Ukraine, le fait que nous décidions de nous passer à la fois du pétrole russe, la Russie qui est le premier producteur mondial à égalité avec les États-Unis et l'Arabie Saoudite, 10 millions de barils par jour, sur une production totale d'à peu près 100 millions de barils par jour. Le fait que nous décidions de nous passer aussi du gaz. Alors le gaz c'est différent, c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est M. Poutine, puisque nous avons mis des sanctions, des embargos sur le charbon russe à partir de août, sur le pétrole russe à partir de la fin d'année. Le gaz, comme on est pieds et poings liés avec la Russie, que l'Europe s'est construite sur cet accès à l'énergie pas chère, au gaz russe, notamment l'Allemagne, puisque le gaz c'est l'énergie du chauffage, mais aussi de l'industrie,
Eh bien, si vous n'avez plus de gaz russe, plus de pétrole russe, bah, c'est l'effondrement de votre économie, puisqu'il vous manque 30% du pétrole, c'est ce que représente la Russie dans nos approvisionnements, 40% de gaz. Et aujourd'hui, c'est ce que n'ont pas anticipé nos dirigeants, c'est qu'ils n'ont pas regardé s'il y avait une alternative. Sur le pétrole, il n'y en a pas, à part du pétrole entre guillemets rebrandé, c'est-à-dire que vous prenez du pétrole russe, vous le mélangez avec un peu de pétrole d'un autre pays, et puis vous dites que c'est plus du pétrole russe. Donc ça, c'est ce qu'on achète. On fait pareil sur le gaz. Les Chinois nous ont vendu 45 bateaux de gaz naturel liquéfié. D'où viennent ces bateaux? Bah, pas de Chine. A priori, il y a une grande partie de gaz russe. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on arrive avec des niveaux de stock sur le gaz qui sont assez importants, 80%, parce qu'en fait, on a racheté du gaz russe, revendu par les Chinois. Eux, ils l'avaient acheté à moitié prix, et ils nous le revendent plein pot. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, l'économie, quand elle n'a plus son accès à l'énergie bon marché, elle s'effondre. Donc c'est même pas une histoire de coupure de courant, de coupure de gaz, c'est qu'on a besoin d'une énergie bon marché pour pouvoir faire tourner notre économie. Et là, aujourd'hui, on s'est mis dans une position à ne plus en avoir, entre guillemets, ad vitam aeternam. Alors on va revenir en détail là-dessus. Tout d'abord un petit mot pour nos internautes qui nous regardent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, pour nous c'est très important pour le référencement. Et surtout allez jeter un œil à notre offre Rejoindre, vous pourrez trouver des documentaires, des interviews inédites sur la chaîne. Si vous voulez bien, on va découper cet entretien un peu en 3 parties thématiques, tout autour de l'énergie. Et on va commencer avec l'électricité et surtout le nucléaire. Concrètement, concernant le nucléaire et le nombre de centrales en fonctionnement, en maintenance, etc., quel est le risque pour cet hiver? Est-ce qu'il y a des risques de pénurie d'électricité ou alors de blackout, peut-être plus aux heures de pointe, ce genre de choses? Il n'y en a pas plus que l'hiver précédent. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup du nucléaire parce qu'effectivement, au-delà des centrales qui sont en maintenance, et ça c'est normal, en fait tous les étés c'est ce moment-là quand la consommation d'électricité est plus faible qu'on fait de la maintenance, qu'on recharge le combustible, donc ça c'est tous les étés, on n'en parle jamais. Mais sauf que cet été, il y en avait un peu plus en maintenance parce qu'avec la crise du Covid, on a dû décaler certaines maintenances. À ceci s'est ajouté un problème de corrosion qui a été détecté sur 12 réacteurs, sur 56, donc il a fallu en prévention arrêter ces réacteurs, regarder le problème, proposer des solutions, et donc d'ici la fin de l'hiver, et donc début d'année prochaine, ces réacteurs devraient être graduellement remis en marche. Ça va prendre du temps parce que malheureusement, on n'a plus les compétences en France pour les réparer, on n'a plus les soudeurs pour aller travailler sur ces zones qui sont des zones assez exposées en termes de radioactivité, donc on est obligé de faire venir des gens des États-Unis, hein, donc on n'est pas vraiment exactement autonome et souverain sur ce nucléaire. Mais le nucléaire va revenir peut-être pas à des niveaux qu'on avait les hivers précédents, mais devrait tourner peut-être à 80% cet hiver. Mais au-delà du problème du nucléaire, l'électricité, c'est pas un problème qui se regarde à la maille France. C'est un problème qui se regarde à la maille européenne, parce que la France est un très gros contributeur, notamment à la demande en Europe avec ses centrales nucléaires. L'Allemagne est un très gros contributeur avec ses centrales au charbon à la lignite. Et ce qui s'est passé depuis 20 ans, c'est que tous les pays ont décidé, chacun dans leur coin, puisque l'énergie est une prérogative des États membres, de fermer des centrales. Certains centrales nucléaires, hein, l'Allemagne qui décide en 2000, avec un accord des écolos, de sortir du nucléaire en 20 ans, d'autres des centrales à charbon, d'autres les deux, comme en Belgique, qui font à la fois le nucléaire et le charbon. Et donc, à la fin de l'histoire, ils comptent tous sur leurs voisins, au cas où il y aurait une demande très forte, et dans ce cas-là, pour aller importer depuis les autres. Sauf que quand tout le monde compte sur l'autre pour importer, ça s'appelle un blackout. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'électricité. Et donc ça, c'est un risque qui existe cet hiver, qui existait l'hiver dernier, et sur lequel on a alerté. Moi, j'ai été conseiller scientifique pour France Stratégie. Juste, est-ce qu'on peut expliquer concrètement c'est quoi le blackout et à quel moment de la journée ça peut arriver Alors, le blackout, si vous voulez, l'électricité, ça a un gros défaut, c'est que ça ne se stocke pas. D'accord? Donc, à chaque moment, il faut que l'offre soit égale à la demande. Et donc, en hiver, vous avez des points de demande,
qui sont liées notamment vers 19h. Vous avez une pointe quand les gens rentrent chez eux, qui mettent en marche leur chauffage, qui mettent en marche leur machine à laver, le linge, qui peut-être branchent leur voiture électrique. Et donc en France, pour vous donner un ordre de grandeur, cette pointe est autour de 80-90 gigawatts. On avait, en 2012, on a eu un hiver très froid, on est monté à 102. Et donc, pour couvrir cette pointe, eh bien, parfois, on est obligé de trouver des solutions. Alors, on peut faire baisser un peu la fréquence du réseau, c'est une des petites solutions. On a mis en place aussi un mécanisme avec les industriels, qui consiste à les rémunérer pour pouvoir les couper dans les 30 secondes. Donc, et ils sont payés pour ça. Et donc, on essaie d'effacer, entre guillemets, de la demande. Et parce que si on n'arrive pas à faire coller la demande avec l'offre, le réseau saute. Le réseau saute. Et comme on est tous interconnectés en Europe, vous pouvez avoir aussi des réactions en chaîne. Ça s'était produit, il me semble, en 2008-2009. Et là, c'est l'Europe. C'est le réseau. Vous avez eu un câble haute tension qui a été arraché par un bateau en Allemagne. Et avec toutes les réactions en chaîne, on s'est retrouvé et l'Allemagne et la France dans le noir. Et dans le cas d'un blackout, le réseau met combien de temps à se remettre en marche et quelles peuvent être les conséquences Alors ça peut être rapide en fait. Mais le risque de blackout, il existe. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que on va programmer ces coupures. On va programmer pour que ce ne soit pas le cas en même temps. Et donc, on va faire ce qu'on appelle des coupures de courant tournantes. Mais en fait, ça, c'est ce qui se passe concrètement dans les pays du tiers-monde. C'est ce qui se passe en Inde. Tous les jours, vous avez des coupures programmées d'électricité. C'est ce qui se passe au Pakistan. Et donc, la réalité qui est difficile à entendre, c'est que nous sommes en cours de tiers-mondisation sur l'énergie. Mais les gens sont au courant que c'est aussi le cas sur le service public. Quand ils vont à l'hôpital, ils se rendent compte assez facilement. Et donc, comme on n'a pas investi depuis 35 ans sur ce parc nucléaire, que nous sommes rentiers de cette énergie que nous héritons de nos prédécesseurs, Pompidou, De Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, mais qu'on est resté coincé dans des débats stériles entre les pros, les verts, les écolos et les en soi-disant pro-nucléaires, eh ben, on n'a juste rien fait. Et pire que ça, on a même fermé des centrales qui fonctionnaient encore, pour rouvrir derrière et faire tourner des centrales à charbon. Donc aujourd'hui, ce qui est très gênant dans la crise actuelle, notamment, c'est que en fait, le gaz, on va en parler après, qui était quand même l'énergie de transition sur la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que ça permet de remplacer du charbon pour fabriquer l'électricité. Le charbon, ça pollue beaucoup et ça émet beaucoup de CO2. Hein. C'est responsable depuis 20 ans de 60% de l'augmentation des émissions de CO2. Parce que notamment on a délocalisé beaucoup de nos industries des pays de l'OCDE en Chine. Eh bien, le gaz était utilisé pour remplacer le charbon, le gaz était utilisé au Japon pour remplacer le nucléaire, suite à Fukushima, le gaz était utilisé au Royaume-Uni pour remplacer le charbon, et donc tout le monde veut du gaz naturel, mais alors qu'aujourd'hui on a une contrainte très forte sur la disponibilité, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Les gens rouvrent du charbon. Donc ils rouvrent du charbon en Chine, donc les Chinois ils vont plutôt utiliser leur centrale à charbon et nous revendre leur gaz 2 fois plus cher. On rouvre du charbon aux Pays-Bas, on rouvre du charbon en Allemagne, on rouvre du charbon en Autriche, en France aussi. On va produire beaucoup d'électricité au charbon cette année, et le charbon, c'est l'ennemi principal, notamment pour le dérèglement climatique. Et donc, autant vous dire que ce problème, entre guillemets, est traité, puisque d'ici 5 prochaines années, il n'y a pas grand-chose à espérer sur les émissions de CO2. On y reviendra un peu plus en détail à la fin de l'entretien. On a évoqué cette thématique en l'effleurant, mais comment est-on arrivé à la fermeture de Fessenheim, qui était, comme vous l'avez dit, une centrale nucléaire qui fonctionnait bien ? C'est quoi ? C'est la propagande antinucléaire ? C'est de la démagogie ? Si vous voulez, en Europe, vous avez un petit peu les écolos allemands qui ont mis le verre dans le fruit. On repart 20 ans en arrière, un peu plus même en 1998. Gerhard Schröder arrive en tête des élections, mais il lui manque quelques pourcents pour avoir la majorité et être chancelier. Et donc,
ils discutent, et là, c'est avec les Verts que ça va se passer, mais il a besoin de leurs voix, qui sont 3 millions de voix, 6% des votes. Et donc là, il dit très bien, nous on veut bien venir avec toi et que tu sois le chancelier, mais tu sors du nucléaire. Le nucléaire, c'est un petit peu culturel en Allemagne, leur phobie du nucléaire, et on peut les comprendre. La raison, c'est que pendant toute la guerre froide, ils étaient un petit peu entre les deux blocs, et ils avaient un peu peur de s'en prendre une sur la tête, ce qu'on peut comprendre. Et donc, ils ont développé une phobie de ce qu'ils appellent en Allemagne le Yellow Cake, tous les déchets associés à ça, et donc ils ont décidé en début 2000 de sortir du nucléaire. Gerhard Schröder aux manettes, très bien, je sors du nucléaire, mais comment je fais? Il faut bien que je les remplace, ces centrales que je sors en 20 ans. Et donc, il a développé un partenariat avec la Russie. Il a construit un premier tuyau qui s'appelle Nord Stream 1, qui part directement de la Russie pour aller en Allemagne, pour qu'il soit approvisionné en gaz peu cher, afin de compenser la fermeture du nucléaire. À partir de 2005, il a aussi dit « Attention, ça va coincer, je construis des nouvelles centrales à charbon. » D'accord? Donc, il construit des nouvelles centrales à charbon, en plus du gaz. Quelque chose que les gens ne savent pas, c'est qu'en 2011, 2010 d'ailleurs, septembre 2010, Angela Merkel, qui est au départ une écolo, se dit, bon quand même, en fait, remplacer le nucléaire par du charbon, pas forcément très pertinent, nos émissions de CO2 ne baissent pas beaucoup, donc finalement on va inverser. On va prolonger les centrales nucléaires de 10 ans, donc on ne va pas les fermer en 2020 mais en 2030, et on va d'abord fermer les centrales à charbon. Sauf que 6 mois plus tard, Fukushima, et là, elle retourne à nouveau sa veste. Donc on fait un double retournement, et on dit, ben, finalement il y a Fukushima, on ressort du nucléaire en 2020, et on finit en 2030. Donc les Verts allemands sont vraiment l'exemple pour les écolos français. Et donc les écolos français ont fait la même chose. François Hollande, le candidat Hollande en 2012, peut-être dans l'éloge d'un débat télévisé sur TF1, se dit, bon, je vais sortir quelque chose que tu n'es pas préparé, 50% d'électricité nucléaire. Et donc il sort ça pendant le débat. Pourquoi? Ben, pour aller chercher les voix de tous les écologistes. Ils disent, voilà, je vais réduire, je crois que c'était horizon 2025, la part du nucléaire à 50%. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, puisque c'est 50% de combien? De beaucoup, de pas beaucoup. Et donc c'est comme ça qu'il a été élu en 2012, de peu, hein, puisqu'il a fait quoi contre Sarkozy? Il a peut-être fait 52, 53 au deuxième tour. Sans les écolos, il ne passait pas. Donc il a... Et les écolos ont comme ça pu accéder à des postes de gouvernement, et donc forcément dans sa fermeture, dans sa promesse, il fallait en fermer une pour l'exemple, et c'était Fessenheim. Pourquoi? Probablement parce qu'elle est à la frontière avec l'Allemagne, et que ça inquiétait beaucoup les Allemands d'avoir ça à leur frontière. Il ne respecte pas sa promesse pendant son mandat, donc ça c'est des choses qui arrivent pour les hommes politiques. Et derrière, Emmanuel Macron récupère cette promesse. Il a lui aussi été élu en étant allié avec les écologistes, et donc pour cette raison-là, il ferme Fessenheim. Fessenheim, dont l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, dit qu'elle fonctionne et qu'elle peut continuer encore certaines années. Pour information, les centrales nucléaires, au départ, ce qu'on dit, c'est qu'elles sont conçues pour des durées de vie de 40 ans, et puis après, on regarde comment ça fonctionne, et puis on peut les prolonger. Aux États-Unis, et les progrès technologiques qui permettent de les faire fonctionner plus longtemps aussi. Je ne sais pas si c'est des progrès technologiques, mais c'est voilà, on s'assure que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème. Aux États-Unis, certaines centrales ont été prolongées à 60 ans, d'autres à 80 ans. C'est possible, tant qu'on gère son risque, c'est possible. Et nous, par dogmatisme, par religion, on a décidé de fermer Fessenheim. Alors au départ, on était censé la fermer au moment où l'EPR était mis en marche, l'EPR dont la construction a commencé en 2008, et 15 ans plus tard, ou 2022, 14 ans, il est toujours pas en marche. Donc qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû rouvrir des centrales à charbon. Nicolas Hulot lui-même, qui était un fervent opposé au nucléaire, a dit, en fait, cet objectif de 50%, il n'est pas réaliste, donc on va le décaler de 2025 à 2035, et pour l'instant, dans la loi, il y a toujours 12 centrales nucléaires qui sont censées fermer pour tenir cette promesse politique. Et en même temps, bien sûr, Emmanuel Macron a depuis retourné sa veste pour annoncer la construction de nouveaux réacteurs. Alors pour l'instant, c'est une annonce, c'est pas dans les faits, il n'y a rien qui n'a été commencé, 6 réacteurs EPR, et le développement de petits réacteurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire depuis 20 ans. Donc,
le temps que ça arrive, si vous voulez, un réacteur, ça ne se construit pas en 10 jours. Donc tout ça, d'aujourd'hui à 2030, il n'y a rien de nouveau qui va se passer, en fait. Il n'y a pas de centrales qui vont arriver, à part le PR de Flamanville. On a vu des passes d'armes entre le gouvernement, ou même venant d'Emmanuel Macron lui-même, entre l'exécutif et la direction d'EDF, qui se renvoie la balle sur la responsabilité du fiasco de l'entretien du parc, etc. Où est la responsabilité dans cette affaire, dans le fait qu'il y ait beaucoup de centrales nucléaires qui soient en retard? EDF dit que c'est de la faute du gouvernement qui a désinvesti dans le nucléaire, et du côté du gouvernement, ils disent que c'est EDF qui n'a pas fait son travail. Alors, on va repartir un petit peu en arrière. Et entre guillemets, le début du fiasco sur la filière nucléaire, il faut rappeler que la France était champion du monde du nucléaire. Auparavant, on a été aussi champion du monde de ce qu'on appelle la houille blanche. C'est l'hydraulique, puisque c'était ce qu'on a développé au début du XXe siècle. Donc ça, c'est des compétences très fortes qu'on avait. On avait développé des filières industrielles très fortes. Et en fait, l'histoire commence un jour où M. Dominique de Villepin gère à Jacques Chirac de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, 97 ou 98, il dissout l'Assemblée. Il dissout l'Assemblée, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est malheureusement, c'est la gauche qui gagne, et donc c'est Lionel Jospin qui devient Premier ministre, et Dominique Voynet, ministre de l'Environnement. Et à cette époque-là, on avait beaucoup investi sur le nucléaire du futur, qu'on appelle le nucléaire de 4e génération, qui fait beaucoup moins de déchets, qui est beaucoup plus sûr, qui est le véritable nucléaire civil, puisque l'autre, il permet quand même, avec les déchets, de faire des bombes nucléaires. Et donc là, en fait, tout ce que la France avait développé s'arrête, puisqu'on était sur Super Phénix, on avait fait Phénix, Super Phénix, et Dominique Voynet hérite de l'arrêt de Super Phénix, qui était le nucléaire du futur. Et à ce moment-là, eh bien, on met beaucoup d'ingénieurs qui travaillent là-dessus, ils se retrouvent, entre guillemets, sans projet, sans boulot, et donc on commence à les faire travailler sur cet EPR, qui est un projet, si vous voulez, c'est un petit peu le Concorde du nucléaire, ou l'A380, un projet surdimensionné qui va être très compliqué à construire, avec beaucoup trop de marge de sécurité. Et à partir de ce moment-là, les gens ne font plus que ça. Alors ceux qui ont travaillé sur la 4e génération, certains d'entre eux sont partis en Inde et en Chine, pour le développer ailleurs. On ne développe pas autre chose que ce gros réacteur, on ne développe pas les petits réacteurs modulables, etc. Et donc on sacrifie notre filière, on n'a aucune centrale à construire. Donc si vous n'avez pas de centrale à construire pendant 20 ans, vous n'allez pas payer des soudeurs, etc., à rien faire. C'est normal. Donc petit à petit, les compétences partent. Et puis, quand l'État annonce qu'il va fermer 12 centrales, effectivement, EDF ne va pas recruter des gens pour construire des centrales si le but c'est de les fermer. Ce n'est pas exactement les mêmes compétences. Donc aujourd'hui, vous avez une passe d'armes entre effectivement EDF et l'État. Bon, il faut rappeler que ce n'est pas EDF qui a vendu Alstom à General Electric. C'était un conseiller du président François Hollande, conseillé par un certain cabinet de conseil, qui n'était pas McKinsey pour l'occasion, qui s'appelait A.T. Kearney, parce qu'il voulait trouver pour son copain Bouygues des débouchés pour qu'il puisse sortir d'Alstom. Donc, a priori, Emmanuel Macron a quand même une certaine responsabilité dans la vente et dans la perte de ce fleuron, de ce dépeçage de notre industrie. Et l'autre responsabilité, c'est aussi la libéralisation du marché de l'énergie qu'on a mis en place sous les injonctions de la Commission européenne depuis 10 ans, qui a forcé à créer un marché artificiel de l'électricité, a forcé à EDF à vendre une partie de son électricité à bas coût. Tout cet argent, il ne l'a plus pour investir dans son réseau. Et finalement, EDF vend à peu près un tiers de son électricité au tarif qu'on appelle l'AREN. Donc l'accès au nucléaire, alors REG plus, mais au nucléaire historique, à des gens qui finalement ne sont que des producteurs de factures, qui étaient censés développer des moyens de production d'électricité, qui ne l'ont jamais fait. Et cette mauvaise blague a encore coûté 10 milliards d'euros à EDF en début d'année, puisque ces producteurs ont demandé plus d'accès au nucléaire, et donc pour 20 TWh, EDF a été forcé de leur vendre, mais comme il ne les avait pas, parce qu'il avait déjà vendu toute sa production d'électricité, il a été obligé de l'acheter sur les marchés de gros à 600 euros du mégawattheure, alors qu'il leur vendait à 50. Donc,
l'État a sacrifié le nucléaire, bien aidé par Anne Le Vergeon, d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé dans les cabinets ministériels. Et aujourd'hui, ça surprend les gens. Je le disais l'autre jour sur LCMI, et oui, nous avons sacrifié notre filière. Nous avons encore des ingénieurs, bien évidemment, chez EDF, mais il n'y a pas que des ingénieurs dont on a besoin. Un soudeur, on en a besoin quand vous faites le travail sur la corrosion, par exemple. Vous avez des limites d'exposition en termes de radioactivité par an. Donc le soudeur, il doit être formé, mais une fois qu'il a bossé X heures, ben, c'est terminé pour l'année. Donc il en faut un autre. Donc on a des contraintes qu'on n'a pas anticipées. Et comme on n'a pas investi un copec dans le nucléaire depuis 35 ans, et que c'est censé durer 40 ans, ben, ces mauvaises surprises de corrosion, ça risque malheureusement d'arriver plus souvent. Dernière question concernant l'énergie, enfin l'électricité. Comment ça va se passer concrètement au niveau des prix de l'énergie, que ce soit d'une part pour les particuliers et d'autre part pour les entreprises et les collectivités locales, etc. Alors, de l'électricité. Oui, de l'électricité. Alors comment ça va se passer? Aujourd'hui, les particuliers, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à vérifier leur contrat, les 2/3 sont sur le tarif réglementé. Tarif réglementé fixé par l'État, le fournisseur est EDF, ça s'appelle le tarif bleu, et à peu près, je crois qu'on est autour de 15 centimes du kilowattheure. Et bien sûr, différencié si vous avez un tarif heure pleine, heure creuse. Et ça permet d'être protégé par le bouclier tarifaire qui a été mis en place par l'État pour limiter la hausse de 4% sur le prix de l'électricité. Donc ça, vous ne le payez pas tout de suite, mais ça, ce sera pour vos enfants. Parce que rien que sur l'année 2022, on parle de 50 milliards d'euros qu'on va aller empiler sur notre dette, qui est aujourd'hui d'à peu près 3 000 milliards d'euros. C'est-à-dire que nous, on paye l'électricité à un prix, mais EDF contracte une dette qui sera remboursée. Il y a quelqu'un qui paye. Si vous voulez, l'électricité sur le marché, aujourd'hui, elle est entre 600 et 1000 euros du mégawattheure. Il y a quelqu'un qui doit payer la différence. Nous, on la paye 50. Donc, quelqu'un paye. Mais quelqu'un paye, c'est vous. Parce que EDF, c'est vous. Hein, EDF, c'est l'État, et l'État, c'est vous. Donc, on paye, mais en différé. Sachant que on ne pourra pas maintenir ad vitam aeternam ces prix de l'électricité, que ça va augmenter. Juste un ordre de grandeur au Royaume-Uni, hein, il parle de quand même des prix multipliés par 6. Hein, donc un ménage qui payait 1000, donc là ça va faire 1200 euros par an, donc 100 euros par mois, bah, il ne va pas payer 1200, il va payer 5000. Et 5000, ça ne fait pas 100 euros par mois, ça fait plutôt 500 euros par mois, 6000 euros même. Donc, je ne sais pas si beaucoup de ménages peuvent payer 500 euros par mois d'électricité, 400 euros de plus. Je doute qu'ils aient de l'argent, c'est du budget contraint. Je pense que ça n'arrive pas. C'est le cas au Royaume-Uni, c'est le cas beaucoup plus près de chez nous, en Belgique. Il y a des gens qui vont payer entre 7 et 10 000 euros. On voit déjà qu'il y a la création d'un mouvement social au Royaume-Uni. Exactement. Où des gens commencent à vouloir refuser en masse de payer leur facture d'énergie. Et vous avez ça en France probablement, qui va se passer pas sur les consommateurs, puisqu'entre guillemets on est protégé, mais les collectivités. Je voyais un maire, il me semble dans l'Oise, donc sa facture a été multipliée par 5. Les entreprises aussi vont voir des prix multipliés par 4 ou 5, puisque eux ont des contrats à long terme, sur 2 ou 3 ans, mais le jour où ils doivent renégocier leur contrat, eh bien là, ils ne sont pas protégés, ils n'ont pas de tarifs réglementés, puisque c'est la libéralisation du marché, et donc eux vont se voir appliquer des augmentations, x3, x4, x5, et donc des exemples anecdotiques, mais qui parlent d'eux-mêmes. Voilà, vous avez pas un certain nombre, par exemple, de piscines municipales qui vont fermer parce qu'elles ne peuvent plus chauffer la piscine. Vous avez les stations de ski qui se demandent si elles vont pouvoir ouvrir cet hiver. Parce qu'après avoir souffert du Covid, leur coût explose. Parce que les remontées mécaniques, ça marche à l'électricité. Et toutes les entreprises et les PME, vous avez une fabrication je crois que c'est Duralex qui fabrique des verres, eux qui ont dû fermer. Vous avez des fourneaux d'aluminium qui commencent aussi à fermer, c'est problématique parce que quand vous fermez ces choses-là, après c'est fini, vous ne pouvez plus les rouvrir. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une multiplication du chômage partiel, on va aller taper dans l'argent magique comme on a l'habitude de faire, mais on est en train, et c'est ça, quand je dis que notre économie est en train de s'effondrer, c'est-à-dire que le peu d'industrie qui nous restait en France, il va partir. Alors j'aime autant dire que notre volonté de réindustrialisation, ça on peut l'oublier, parce qu'on ne réindustrialise pas sans énergie, hein. Ça n'existe pas. Donc si on n'a pas d'électricité, pas de gaz bon marché, on oublie. Et
On l'avait déjà vu en fait au début des années 2010 parce qu'avec le développement du gaz de schiste aux États-Unis, ça avait créé un différentiel. Le gaz coûtait 3 fois moins cher aux États-Unis. Et donc beaucoup d'entreprises, notamment de l'industrie chimique, qui dépendent beaucoup du gaz, soit comme énergie, soit comme matière première intrant, eh bien, avaient fermé des usines en Europe pour les ouvrir aux États-Unis. Là, on n'est pas à x3, on est à 10 fois moins cher aux États-Unis. Donc on est en train d'orchestrer la désindustrialisation de l'Europe. L'Europe, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est l'industrie. Vous avez plus d'industrie en Allemagne, vous n'avez plus d'Europe. Donc, si je résume un petit peu la première partie de cet entretien, en France, même si on a un parc nucléaire qui n'est pas au top, si on peut dire, on produit une électricité pas chère. Pourtant, nos entreprises vont fermer, des ménages vont plus pouvoir payer leurs factures d'électricité parce qu'on doit acheter une énergie à un tarif fixé par l'Union européenne. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable, puisque notre coût de production, il est à peu près évalué, c'est le tarif à Rennes, il est évalué à 50 € du mégawattheure. Et donc tout ce qu'ont fait nos ancêtres, d'investir dans ce parc nucléaire pour nous donner une certaine autonomie. Alors, bien évidemment, l'uranium, on ne va pas le chercher sur le champ de Mars. Donc, voilà, on va le chercher au Niger, on va le chercher au Kazakhstan. Donc, on dépend d'autres pays pour cet uranium, mais on a quand même développé aussi ce qu'on appelle l'uranium recyclé, le carburant MOX, que ça, on a pour le coup en stock et qui peuvent faire tourner nos centrales. Donc toute cette autonomie, cette souveraineté, tout cet avantage compétitif d'une électricité peu chère, en fait, on l'a perdu. Parce qu'aujourd'hui, on le paye le même prix que les autres. Et c'est même pire que ça. Parce qu'aujourd'hui, on est ceux qui payent l'électricité la plus chère en Europe, notamment les derniers mois, puisque au-delà du prix élevé de gros, parce que le prix de l'électricité en Europe, le mécanisme est tel que concrètement, il est indexé sur le prix du gaz de M. Poutine, ce qui est c'est pas forcément une mauvaise chose quand on est copain, mais quand on l'est plus, c'est compliqué, parce que ça fait des x10, x20. Eh bien, aujourd'hui, non seulement donc, les prix sont autour de 600, 800, 1000 € du mégawattheure, mais en plus, nous, en France, c'est plus cher, parce que comme conjoncturellement, on a ces soucis de corrosion sur les réacteurs, on a dû importer beaucoup d'électricité, et si on en importe beaucoup, alors qu'on était au départ net exportateur, eh bien, vous allez payer plus cher, donc on paye plus cher que les Allemands, on paye plus cher que la plupart des pays en Europe. Alors qu'on a l'électricité la moins chère et qu'on permet à l'Europe de se fournir avec cette électricité peu chère. Alors on va clôturer ce chapitre de l'électricité, on va passer au gaz. Concernant au stock de gaz, le gouvernement essaie de rassurer en disant que les réserves sont pleines à 90-92%, et en disant c'est bon, on pourra passer l'hiver. Alors est-ce qu'avec ces réserves de gaz, il est possible de passer l'hiver en France ? Une fois de plus, l'énergie, c'est la maille européenne, c'est pas la maille française. Et la raison pour laquelle la Commission européenne a demandé à tous les États membres de réduire leur consommation de 15%, c'est parce qu'il y a 2 pays qui en ont beaucoup besoin, notamment l'Allemagne, et dans une seconde mesure, l'Italie, qui utilise beaucoup de gaz, parce qu'elle a, contrairement à nous, encore une industrie qui fonctionne au gaz naturel. Donc les stocks que nous allons faire au niveau européen, c'est pour pouvoir être solidaire. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit il y a quelques jours, avec l'Allemagne, si elle venait à manquer de gaz, pour pouvoir lui donner du gaz. Le gaz est censé couvrir 2-3 mois de consommation, je crois, avec des températures dans les normales saisonnières. Donc si vous avez un hiver très vigoureux, comme certains l'annoncent, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça va mettre des contraintes. Donc pour le mois de mars, il y en a un mois de mars qui est froid, moi je suis chauffé au gaz en collectif, et je me suis acheté des radiateurs d'appoint, 2 radiateurs d'appoint au cas où. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on m'a appelé ce matin pour me dire que ma commande était partiellement annulée, parce qu'en fait tout le monde achète des radiateurs. Vous avez une pénurie en Allemagne de radiateurs d'appoint. Donc si vous voulez, quand il y a un problème de gaz, qu'est-ce que font les Allemands qui se chauffent beaucoup au gaz? Ils achètent tous des radiateurs électriques. Sauf que le radiateur électrique, il n'y a pas pire en termes de pointe. C'est-à-dire que vous perdez, je crois, vous perdez 1 degré en hiver, vous ajoutez 2 gigawatts à la pointe. Et donc, nous, c'était un des problèmes qu'on avait en France, parce que quand on a développé le parc nucléaire, on a trouvé des moyens de dépenser l'énergie. Donc, on a chauffé l'eau avec des chauffe-eau, on fait chauffer la nuit, et puis on a mis des grippins pour nous chauffer. Mais ce qui nous pose des problèmes, parce qu'on a la pointe la plus élevée d'Europe. Mais si tout le monde fait pareil et que les Allemands font pareil, alors qu'on a déjà un problème de pointe en Europe,
là, vous imaginez bien que ça va être un peu compliqué. Mais concrètement, quelle est la priorité pour l'approvisionnement en gaz? Est-ce que ça va être d'abord pour les ménages français pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir prendre des douches, etc. Ou alors ça va être d'abord la solidarité européenne de fournir à l'Allemagne, à l'Italie? Ça va se faire, j'imagine, au fil de l'eau. Je ne peux pas répondre à votre question. Ce que je peux vous dire, c'est que M. Poutine, pour l'instant, a fermé le principal robinet, qui est le gaz Nord Stream, qui vient par le tuyau Nord Stream 1. On a toujours du gaz qui arrive en petite quantité par l'Ukraine, ce qui permet à l'Ukraine notamment de financer sa guerre, en touchant des royalties. D'habitude, c'est 2 à 3 milliards d'euros par an. Et on a aussi du gaz qui arrive de la Turquie. Mais il faut considérer que l'approvisionnement russe, pour l'instant, a été baissé de 80%, sachant que c'était la moitié de notre approvisionnement. Donc, c'est-à-dire qu'on perd 40% de notre approvisionnement en gaz. Au-delà des coupures à venir, le véritable problème du gaz, c'est son prix. C'est-à-dire que comme on a des prix, on était plutôt entre 15, 20, 30 euros du mégawattheure, là on est entre 200 et 300, on est monté à 350. Et ça, pour nos entreprises, pour notre industrie, c'est catastrophique. Donc le sujet de la coupure, oui, il arrivera peut-être. Je n'ai pas la boule de cristal pour vous dire exactement le jour, la date et l'heure. Ce que je peux vous dire, c'est que les prix vont rester élevés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'alternative au gaz russe. C'est un des plus grands producteurs mondiaux, c'est d'ailleurs un des pays qui a le plus de réserves. La seule alternative au gaz russe, ça s'appelle le gaz de schiste américain. Ça, on l'a bien compris, puisqu'en France, depuis les 3 derniers mois, on est le premier importateur mondial de gaz de schiste américain. Vous savez, le fameux gaz qu'on interdit d'explorer, de regarder si on a, et en plus de l'exploiter. Le gaz de schiste algérien. Emmanuel Macron a essayé de récupérer une partie, alors personne ne l'a dit, mais c'est du gaz de schiste. Hein. Alors les Italiens, Mario Draghi était passé avant lui, donc a priori il ne va pas rester, il restera peut-être quelques miettes pour nous. Il y a peut-être du gaz de schiste au Royaume-Uni, Liz Truss qui vient d'être élu, vient de revenir sur l'interdiction de fracturation au Royaume-Uni, parce qu'eux ils sont pragmatiques, ils en achètent aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas chez eux? Ça c'est quelque chose qui n'effleure pas l'esprit de nos dirigeants, parce que les gens sont vent debout contre la pollution associée, mais par contre, quand ils polluent chez les autres, a priori, ça ne leur pose pas de problème. Et donc, voilà. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alternative au gaz russe bon marché, c'est le gaz de schiste et le charbon. Donc, en termes de transition énergétique, si vous voulez, c'est catastrophique. On l'a effleuré tout à l'heure en introduction. Mais ce qui est incroyable avec la politique de sanctions qui a été presque initiée par Emmanuel Macron, étant donné qu'il s'est énormément mis en avant sur la scène européenne pour imposer ses sanctions à la Russie, c'est le niveau d'impréparation et de manque de prévision, de problèmes d'approvisionnement. Il n'a pas assuré d'autres sources d'approvisionnement avant de se couper de ces approvisionnements. Voilà, et comment vous l'expliquez ça? Pour défendre Emmanuel Macron, c'est quelque chose que je fais assez rarement, il était quand même président du Conseil européen. Donc la France était président, donc c'est normal qu'il soit un peu plus impliqué que les autres là-dessus. Mais effectivement, quand on décide de se passer petit à petit des ressources, il faut regarder si on a une alternative. Le charbon russe, dont l'Allemagne dépend beaucoup, il y a des alternatives. Ils peuvent aller en chercher en Australie, dans d'autres pays. Ça, il n'y a pas de problème. Le pétrole, il s'est dit, Emmanuel Macron a attendu quelques mois pour appeler son copain M. Ben Salman, vous savez, le monsieur qui découpe les journalistes en morceaux, pour qu'il augmente sa production. M. Ben Salman, il est aussi copain avec M. Poutine. Et de toute façon, il est au maximum de ses capacités, donc il n'a pas de capacité. Il a appelé ensuite son copain des Émirats Arabes Unis. Et d'ailleurs, lors d'un G7, je crois, fin juin... C'est la fameuse séquence... La fameuse séquence avec Joe Biden. Qui voulait notamment influencer Joe Biden pour pouvoir négocier sur l'Iran. Parce que vous avez des pays qui étaient auparavant des pays voyous, hein, l'Iran notamment. Le Venezuela aussi. Le Venezuela, qui redeviennent des pays copains. Parce qu'on a besoin de leur pétrole. Donc là, l'Iran, on est en train d'essayer de trouver un accord pour pouvoir remettre 1 million, 2 millions de barils en plus sur le marché. Manque de peau, l'OPEP+, ils ont dit, vous pouvez, si l'Iran revient, ce sera autant de barils que nous, on enlèvera de notre côté. Donc ça n'aura aucun impact. Et après, il y a le Venezuela, effectivement, où on est en train de se rabibocher. Sauf que le Venezuela, comme on n'a pas investi pendant 10 ans dans l'infrastructure,
pour remettre du pétrole en production, ça va mettre beaucoup de temps. Donc on n'a pas de plan B, pas d'alternative. La seule alternative, c'est la destruction de la demande. Donc c'est concrètement ce qu'on appelle l'effondrement. Sur le gaz, c'est pareil. Et le gaz, c'est même encore plus compliqué parce que, pour le coup, on est pieds et poings liés avec les Russes, vu que ça se transporte plus mal que le pétrole. C'est des gros tuyaux dans lesquels on investit beaucoup. Nord Stream 2, qui est d'ailleurs en partie à l'origine du conflit de la guerre en Ukraine, hein, puisque les États-Unis ont tout fait pour qu'il ne soit pas certifié, et ils ont d'ailleurs réussi. C'est 10 milliards d'euros d'investissement. Donc on a fait un tuyau à 10 milliards, et pour l'instant, il n'est pas investi. Donc ça, M. Poutine, forcément, ça le fâche. Mais sur le gaz, on n'a pas non plus d'alternative. Sauf que le gaz, il faut rappeler qu'on n'a pris aucune sanction sur le gaz. Parce qu'ils savaient, pour le coup, qu'on n'avait pas d'alternative. Donc les sanctions sur le gaz, elles ne sont pas prises par les Européens, elles sont prises par M. Poutine. L'Union européenne avait quand même plafonné le prix d'achat du gaz, non ? Non, il n'y a pas de mesure. Mais M. Poutine, en fait, depuis, et ça peu de gens le savent, mais depuis juin 2021, commence petit à petit à réduire l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il a envie de mettre en place Nord Stream 2. Nord Stream 2, dont la construction a été achevée en septembre 2021 et qui a commencé à être chargé, c'est-à-dire rempli de gaz à ce moment-là. Et on n'attendait que la certification allemande qui devait bien se passer. Et finalement, les Ukrainiens, si Nord Stream 2 était mis en marche, ils perdaient 2 à 3 milliards de dollars de revenus par an. Donc ils ont discuté avec leurs amis américains, qui ont fait le nécessaire au niveau de l'Allemagne pour bloquer la certification. Ça, c'est une des raisons aujourd'hui du conflit qu'on a en Ukraine, avec bien évidemment le non-respect des accords de Minsk, et en plus le fait que l'Ukraine veuille rejoindre l'OTAN alors que la France et l'Allemagne s'y étaient fermement opposés en 2008. On va parler maintenant du carburant un peu plus brièvement. Qu'en est-il justement de ce carburant ? Est-ce qu'on va avoir du mal à s'approvisionner ? On a vu par exemple au Sri Lanka la mise en place d'un pass carburant. Comme le pass sanitaire, on scanne son QR code et puis on a le droit, je sais pas, à 50 litres ou 20 litres par semaine. Et une fois qu'on a atteint son quota, on peut plus se servir à la pompe. Est-ce qu'on risque d'aller vers ce genre de situation en France ? Quand vous avez une contrainte, la seule solution malheureusement, soit c'est la guerre civile, chacun pour sa peau, soit vous rationnez. Donc il est probable effectivement que dans les années qui viennent, on arrive à cette solution de rationnement. Il faut bien faire la différence quand on parle de carburant. Alors quand vous voulez parler de carburant, c'est soit le diesel, soit l'essence. Et ce carburant, il est fabriqué à partir de pétrole. Donc en fait, si vous voulez, sur le marché, il y a deux marchés différents. Il y a le marché du pétrole, et là on a passé un maximum de production fin 2018. On est à peu près tout compris à 100 millions de barils par jour. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et vraisemblablement, l'approvisionnement en pétrole devrait commencer à soit stagner, soit légèrement baisser, parce que depuis 2014, on a eu des prix assez bas du pétrole. Donc les compagnies pétrolières ont beaucoup baissé leurs investissements. Aussi parce qu'on leur a dit de le faire. Le pétrole, c'est pas bien, ça fait du changement climatique, machin. Donc on leur a dit, vous coupez tous vos investissements. Aujourd'hui, tous les dirigeants américains demandent aux compagnies pétrolières d'investir à fond pour développer du pétrole. Bon, il faut savoir ce qu'ils veulent. C'est un petit peu compliqué. Et donc, ça, c'est le pétrole, $100 du baril. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est sur le diesel. Le diesel, pourquoi ? Parce qu'en fait, en Europe, comme on va sauver le monde avec le réchauffement climatique, on a fermé beaucoup de raffineries qui raffinent du diesel avant le Covid. Donc ça, s'est pas trop vu parce qu'après, il y a eu le Covid avec la demande qui a beaucoup baissé. Mais quand la demande est repartie, alimentée aussi par les politiques des banques centrales pour soutenir la demande, qui est d'ailleurs à l'origine de l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, eh bien on s'est rendu compte qu'il y avait moins de capacité de diesel. Et donc le prix du diesel a explosé. Le prix du diesel a été multiplié par 3 en 18 mois. C'est pour ça que vous avez vu des prix qui explosaient à la pompe en mars. C'est pas parce que les taxes avaient augmenté, parce qu'elles n'avaient pas bougé. C'est juste parce que le marché du diesel, comme on a fermé beaucoup de capacités, que les Chinois en ont rouvert de l'autre côté, comme à peu près sur toutes les industries, eh bien on s'est retrouvé en déficit. Et pour vous donner un exemple, quand on regarde les stocks de diesel en Europe, les stocks de diesel aux États-Unis, on est au plus bas depuis 15 ans. Donc ça veut dire qu'on n'a plus beaucoup de marge, et que les pays les plus pauvres vont commencer à avoir des pénuries. Vous avez parlé du
Sri Lanka, mais c'est aussi vrai dans certains pays d'Afrique qui n'avaient plus de kérosène pour faire voler leurs avions. Donc on y arrive tout doucement. On ne sera pas les premiers. Et pour revenir peut-être rapidement sur le pétrole, on s'est acheté, diesel aussi, quelques mois de rab, parce qu'on a fait baisser artificiellement les prix, 30 centimes à la pompe, on n'est plus à 2 euros, on est à 1,70 €. Et qu'aujourd'hui, il y a deux raisons pour lesquelles le prix n'est que à 100 $ du baril de pétrole. La première, c'est que la Chine a décidé de se battre contre un rhume qui s'appelle le Covid, et donc dès qu'elle a un cas avec Omicron, elle ferme le pays. Je crois qu'aujourd'hui, on se parle, on est début septembre, on a à peu près 300 millions de personnes en Chine qui sont confinées. Donc ça a un impact sur la demande de pétrole et la demande de gaz naturel. Et c'est pour ça que les prix aujourd'hui, entre guillemets, sont contenus entre 90 et 100 $. Le jour où la Chine repart, alors s'ils font du stop and go sur le Covid, ça va leur prendre un peu de temps. Mais où ils repartent, les prix du pétrole augmentent. Et l'autre raison, c'est que on est, notamment aux États-Unis, en train d'utiliser les réserves stratégiques du pétrole à un rythme qu'on n'a jamais fait auparavant. C'est-à-dire, chaque jour, on rajoute 1 million de barils de ces réserves. Ces réserves, elles en faisaient 600 millions. D'accord ? Là, on est passé à 450. Ça n'est jamais arrivé. Et donc, eh bien, si on continue à ce rythme-là, il y a un moment donné où on n'aura plus ces réserves. Ces réserves, c'est un petit peu notre ceinture de sécurité. Donc, et là, malheureusement, comme tous les pays, si vous voulez, subventionnent la consommation de pétrole, il faudrait faire l'inverse. Il faudrait pouvoir détruire, entre guillemets, la demande. Mais là, tous les pays subventionnent le carburant, en France, etc. Et donc, vous n'avez pas cette destruction. Et donc, ils ne font que à moyen terme, finalement. Voilà, ils gagnent quelques mois. Mais à moyen terme, ça va être de plus en plus compliqué. On a effleuré cette idée au cours de l'entretien. Mais où est-ce qu'est passé l'objectif de faire baisser les émissions de carbone ? L'accord de Paris, Greta Thunberg, on l'entend plus ces derniers mois. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est peut-être retournée à l'école. Alors, bon, il faut quand même savoir que depuis qu'on a mis en place ce qu'on appelle les conférences des partis, les fameuses COP, donc ça c'est à la fin des années 90, début 2000, les émissions de CO2 n'ont jamais autant augmenté. Jamais. Donc en fait, c'est contre-intuitif, mais donc les COP, c'est un petit peu comme depuis qu'on a mis les sanctions internationales sur la Russie n'a jamais gagné autant d'argent avec l'hydrocarbure. Des choses un peu contre-intuitives. Mais on ne regarde jamais pourquoi ça s'est passé. Et la raison est très simple, c'est qu'en 2001, la Chine rejoint l'OMC. La Chine rejoint l'OMC, donc tous les pays de l'OCDE vont fermer leurs moyens de production et les placer en Chine. Vous avez en 10 ans presque 20% des usines qui partent des pays de l'OCDE, ou fabriquées avec une électricité parfois un peu moins chère, un peu moins sale, du nucléaire, du gaz, et donc ça part en Chine au charbon. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle les émissions de CO2 n'ont jamais autant augmenté, qu'on est toujours à un record aujourd'hui alors qu'on en parle, parce qu'en fait, c'est un sujet très hypocrite. Le principal problème, c'est le charbon, c'est de faire baisser la consommation de charbon, et notamment, nous, ça ne se traduit pas dans notre charbon, puisqu'on n'en consomme pas, mais dans nos importations. Et nos importations en France, c'est plus de la moitié de notre empreinte carbone. Parce qu'en fait, avant, on achetait des produits fabriqués en France au nucléaire, et maintenant, on achète fabriqués en Chine au charbon. Donc, il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que ça pose un problème. Et donc, aujourd'hui, avec la crise qu'on a, on va remplacer du gaz par du charbon, ça va continuer. La COP 21, quand on regarde justement notre empreinte carbone, elle avait commencé à diminuer de 2000 à 2015. Et à partir du moment de la COP 21, elle ne diminue plus en France, si vous voulez. Donc, ces réunions sont des réunions politiques, on pourrait presque aller dire religieuses, qui mettent en avant notamment la croissance verte. On fait des éoliennes, des panneaux solaires, des voitures électriques. D'ailleurs, quand vous avez des COP, vous savez, c'est comme un salon, c'est comme le salon de l'automobile. En fait, il y a toutes les grandes entreprises qui sont là avec leurs stands, qui disent « Ah ben moi j'ai des super voitures à pile à combustible, moi j'ai des super éoliennes, etc. » C'est une vaste mascarade. Mais le problème, si vous voulez, est terminé. Parce qu'on avait deux problèmes. Il y avait d'un côté le réchauffement climatique, les émissions de CO2, et de l'autre côté, les contraintes d'approvisionnement en énergie. Le second problème est lié au premier, puisque les émissions de CO2, c'est l'énergie. Donc là, aujourd'hui, le problème qui nous concerne tout de suite, et pas dans 20 ans, c'est comment on fait
sans énergie pour que notre économie ne s'écroule pas. Donc le CO2, pour l'instant, je vous dis, on ne va plus en parler, c'est terminé. À partir du moment où tous les pays, la Chine, l'Europe, là je relisais l'Allemagne, un tiers de son électricité en 2022, premier semestre, vient du charbon. On va vivre un hiver, on va être infesté de particules. En vent grand froid, anticyclone, vent de nord-est, vous allez voir, ça va pas être drôle parce qu'elles vont tourner à fond. Donc le CO2, on oublie. Là, c'est sauf qu'il peut pour sauver notre industrie, notre économie. En même temps qu'on a soi-même mis en péril avec des décisions politiques sur le nucléaire, avec des décisions politiques sur l'imposition de sanctions sur notre principal fournisseur d'énergie. Ouais, mais alors... C'est un peu contradictoire si vous voulez, parce que... Non, bah vous savez, contradictoire, c'est pas des choses qui les dérangent, hein, ça c'est vrai sinon. Non, il y a un espoir, parce qu'il faut être un petit peu optimiste aussi, il faut essayer de voir le verre à moitié plein de temps en temps. Bah, l'espoir, c'est que les Allemands sont conscients de ce qui se passe. Ils sont en train de se réveiller de leur coma. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent en Allemagne, du SPD, des députés qui ont fait une tribune pour arrêter de financer la guerre en Ukraine, parce que concrètement, c'est ce qu'on fait en alimentant d'un côté la Russie avec des ressources d'hydrocarbures, de l'autre côté de fournir des armes à l'Ukraine. On alimente le conflit. Hein, et donc, qui appelle à des pourparlers. Vous avez des voix qui commencent à s'élever un peu en France aussi. Hier, vous avez eu un débat avec Scholz, qui pour la première fois est sorti de ses gonds. Donc ça commence à bouger en Allemagne, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ils se rendent compte que c'est voilà, toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande, sont impactées. Quand on sait le rôle aussi important de l'industrie et des entreprises en Allemagne, ça va bouger. Je ne peux pas vous dire la date et l'heure, ça va bouger plus vite que chez nous. Il faut espérer que nous, comme on est un petit peu les chiens-chiens en Allemagne depuis un certain nombre de... Alors, on dit qu'on est le couple franco-allemand, mais la vérité, c'est que d'un côté. Voilà. Donc, on va peut-être se réveiller aussi. Le problème, c'est que, bon, c'est vrai que Madame von der Leyen, malheureusement, à la tête de la Commission européenne, je ne pense pas qu'elle puisse, comme Bruno Le Maire, considérer que son problème, c'est son intelligence, quoi. Parce qu'elle a quand même pris des décisions qui ne font pas partie de ses prérogatives. Elle ne s'est pas illustrée lors de la crise Covid avec des négociations du prix des vaccins où a priori on a payé plus cher que tout le monde. Elle négocie en direct par texto avec le président de Pfizer. C'est quand même, la Commission européenne, c'est quand même un énorme lobby finalement. C'est pas des gens qui sont élus. La transparence, c'est pas exactement leur point fort. Je pense que ce qui est surprenant, c'est que l'Union européenne, la Commission européenne, depuis le début, s'imagine que cette crise va pouvoir lui permettre de renaître de ses cendres, de devenir une puissance mondiale. C'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. C'est qu'elle va s'effondrer. Elle est en train de scier en même temps toutes les branches sur lesquelles elle est assise. Donc elle va disparaître. Et donc, il faut commencer à réfléchir à la suite. Comment est-ce qu'on s'organise ? Comment est-ce qu'on renaît de nos cendres ? Est-ce qu'on suit l'exemple du très décrié Viktor Orban, qui lui n'aura pas de problème d'approvisionnement en gaz, puisqu'il a signé directement un contrat avec M. Poutine, ce qui risque de se faire pour un certain nombre de pays de l'Europe de l'Est. Est-ce qu'on va faire un confinement énergétique, hein, après le confinement parce qu'en fait, l'effort qu'on nous demande, si vous voulez, c'est de baisser notre consommation d'énergie de 12%. En 2020, quand on était enfermé chez nous, une partie du temps, quand tous les commerces non essentiels étaient fermés, quand un certain nombre d'entreprises étaient fermées, on a fait une baisse de 10%. Là, il faut faire plus. Donc, probablement, on va nous proposer très bientôt, alors déjà, on va nous interdire à 19h de consommer de l'électricité, peut-être qu'on aura une attestation pour prendre sa douche plus de 5 minutes, et le confinement énergétique sera peut-être le prix à payer de notre liberté. C'est quand même compliqué de se dire confinement, prix à payer, liberté, dans la même phrase. C'est un concept assez innovant. Mais malheureusement, l'hiver va être compliqué.
Une dernière question, un conseil pour les spectateurs qui nous regardent. Quels sont les conseils justement que vous voudriez apporter à nos spectateurs, qu'ils vivent à la ville ou bien à la campagne pour passer l'hiver? Les conseils, moi je vais dire ce que j'ai fait personnellement. J'ai regardé quel était mon contrat pour le gaz, quel était mon contrat pour l'électricité, combien je payais, est-ce que je suis protégé ou pas. Donc, dans mon cas personnel, mon fournisseur c'est EDF. Donc sur l'électricité, j'ai le tarif réglementé, après heure creuse, heure pleine. Alors je me suis rendu compte que sur l'heure creuse, je passais que mon ballon d'eau chaude. Ça commence à 11 h, les heures creuses. Donc là, effectivement, peut-être vos machines à laver, notamment la vaisselle, parce que le linge, ça fait plus de bruit, mais peut-être les passer pendant les heures creuses. Là, vous allez quand même économiser, il y a 5 centimes de différence. Ça peut être une façon d'économiser un petit peu et accessoirement de ne pas contribuer au blackout du réseau. Donc vérifiez vos contrats. Sur le gaz, moi j'ai un contrat, parce que j'ai déménagé récemment, bloqué sur 4 ans, donc pour l'instant je suis peinard. Sur le pétrole, essayez de voir comment vous pouvez réduire votre dépendance. Est-ce que si demain il y a une pénurie à la pompe d'essence ou vous avez un pass énergétique, comment est-ce que vous allez travailler? Est-ce que vous avez une alternative? Alors une alternative facile, c'est de commencer à faire du covoiturage. Trouver des gens qui habitent pas très loin de chez vous et qui travaillent pas très loin de chez vous, pas très loin de votre travail. Donc ça, c'est une façon facile de réduire sa consommation. Une autre façon de réduire sa consommation de pétrole, c'est la voiture électrique. Ça a un coût très important. Non, ça a un coût très important si vous achetez une Tesla neuve. Ça coûte 80 000 €, mais si vous achetez une voiture électrique d'occasion, ça coûte moins cher que votre facture de carburant, 100 € par mois à la location. Quand vous roulez 30-40 km par jour, c'est 120, 130, 150 € par mois de carburant. Alors, il faut pouvoir la charger, parce qu'en Californie, qui est le paradis de la voiture électrique, aux États-Unis, où tout le monde roule en Tesla, avec les contraintes qu'ils ont eues en Californie, ils ont un petit peu d'avance sur nous, si vous voulez. Ils ont fait pareil, ils ont mis plein de panneaux solaires, d'éoliennes, ils ont fermé les centrales. Bon, là, les gens n'ont plus le droit de charger leur voiture électrique. C'est gênant. Parce que finalement, si vous avez une pénurie à la fois de diesel et que vous ne pouvez pas charger votre voiture, vous faites comment? Alors, il y a un truc qui s'appelle le vélo qui est bien. Mais le vélo, c'est sympa, mais ça marche en ville. Et ça marche si vous avez des infrastructures dédiées, des pistes cyclables. Juste un chiffre, un ordre de grandeur qui pourra donner des idées peut-être à nos dirigeants. L'argent que l'État investit, subventionné aujourd'hui pour les énergies renouvelables intermittentes, les panneaux solaires, les éoliennes, qui concrètement n'ont pas fait baisser d'1 gramme les émissions de CO2 de la France, puisque l'objectif était de substituer de l'électricité décarbonée, hydraulique nucléaire, par du décarboné. On a mis plus de 200 milliards d'euros là-dedans. Qu'est-ce qu'on aura pu faire avec 100 milliards d'euros? Avec 100 milliards d'euros, vous maillez tout le réseau français routier, vous doublez toutes les routes d'une piste cyclable. Toutes les routes de France. D'accord? Et là, les gens qui devaient prendre la nationale en vélo et partager la route avec le 44 tonnes, ce qui est un peu compliqué, ils ont une piste cyclable. Et dès que vous avez un vélo électrique, ça vous permet de faire des distances un peu plus longues, sans arriver en âge au bureau. Je suis venu en vélo électrique ici, tout se passe bien. Vous pouvez faire 10-15 km sans problème. Donc, il va falloir commencer à réfléchir. On va être dans un monde où l'argent va être plus contraint. D'accord ? Il va falloir de mieux en mieux l'utiliser. Avant, on pouvait concrètement faire n'importe quoi, mais là, c'est terminé. Il va falloir essayer d'être intelligent. Il va falloir éventuellement s'appuyer sur des organismes de réflexion, de planification. C'était le rôle du commissariat au plan, qui est devenu France Stratégie, qui a été doublé par le Haut Commissariat au plan avec François Bayrou, mais malheureusement, quand j'entends ce qu'il raconte, je ne suis pas sûr que c'est la personne la plus adaptée à ce poste-là. Il faut repenser moyen terme, long terme. Il faut remettre peut-être des ingénieurs plutôt que des financiers pour prendre des décisions. Il faut sans doute revenir sur la libéralisation du marché de l'électricité, qui n'a pas fonctionné au niveau européen. Ce sera probablement la même chose sur le ferroviaire. En fait, c'est marrant parce que ces libéralisations du marché, elles ont été impulsées par le Royaume-Uni. Bon, la libéralisation du ferroviaire au Royaume-Uni, c'est la catastrophe. Pour l'électricité, c'est pareil. Et d'ailleurs, ce pays, finalement, ne fait plus partie de l'Union européenne. Et nous, on continue comme des idiots à vouloir démanteler à tout prix EDF. C'est ça, la raison pour laquelle EDF est dans cette telle posture aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, l'Europe organise depuis 10 ans son démantèlement. EDF est la plus grosse entreprise
d'électricité en Europe et voire presque au monde. Alors il y a quand même State Grid en Chine. Et ça ne plaît pas du tout, les monopoles, la Commission européenne. Et donc, on est en train de dépecer petit à petit tous les atouts qu'on avait. Et il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière. Espérons que nos élites écouteront peut-être cet entretien et en tireront les conséquences. En tout cas, merci beaucoup Nicolas Meilland d'avoir accordé cet entretien à VA+. Et espérons que l'hiver ne soit pas si froid. Merci à vous. On espère que pour le coup, le réchauffement climatique fonctionnera à fond, parce que c'est et les réchauffements climatiques en Europe et le Covid en Chine qui pourront peut-être nous sauver.